Bonsoir et bienvenue dans Entre deux News. Ce soir, notre invité est le président du PSDI, le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, Dr Dinignako Coulibaly. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je tiens à rappeler que vous êtes aussi membre de CAP Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est bien ça. Oui. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Alors, à quelques mois de la présidentielle ivoirienne, le PSDI s'affiche, revendique un projet veut être une voie alternative dans une opposition en recomposition, mais entre le poids réel sur le terrain et le discours d'intention, entre alliance stratégique et ambition personnelle, qu'est-ce qui distingue vraiment ce parti voilà, dans l'arène politique ivoirienne? C'est à cela que nous essayerons de répondre ce soir avec nos consultants du soir, 3 consultants. Plus chérie Edith Balé, bonsoir. Bonsoir Sidi. Bonne reprise à vous. Merci. Et puis Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir Sidi. Et enfin Lansina Karamoko, analyste. Bonsoir Lansina Karamoko. Alors docteur Coulibaly, nous allons déjà parler de votre structure, de votre parti politique. En toute franchise, est-ce que vous pensez que votre parti est connu des Ivoiriens et quelle est votre audience réelle sur le terrain à 4 mois de la présidentielle? Le PSDI, Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, a été créé en 2022. En août 2022, donc c'est à peine 3 ans. On peut valablement comprendre que beaucoup d'Ivoiriens n'aient jamais entendu parler de ce parti. Mais voilà, nous travaillons sur le terrain, nous implantons le parti. Nous sommes présents même au-delà de la Côte d'Ivoire dans plusieurs pays européens, africains, etc. Et donc nous sommes à la manœuvre. Je pense que dans 2 ans, au grand maximum, le PSDI sera, en tout cas, quand on parlera de parti politique en Côte d'Ivoire, l'un des partis politiques qui va compter. Et vous êtes candidat à la présidentielle? Oui. Et vous parlez de 2 ans, donc vous partez à ces élections pour perdre alors? Non, pas du tout. Je crois qu'en 90, lorsque M. Gbagbo Laurent était candidat contre Houphouët-Boigny, nul ne pouvait effectivement valablement considérer que Gbagbo Laurent allait gagner les élections. Mais il faut y aller. L'élection présidentielle, c'est l'élection maire, comme on le dit. Et je crois que c'est l'occasion, effectivement, de porter de la voix et de dire aux Ivoiriens qu'est-ce que nous proposons. Et justement, tout ça, ça contribue à l'implantation du parti, à faire connaître le parti. Et justement, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens pour ces élections qui arrivent à grands pas? Beaucoup de choses. On a un projet de société. Je ne crois pas qu'on ait le temps de rentrer dans certains détails. Mais il faut juste dire que, d'abord, tout ce que nous allons proposer, tout ce que nous proposons au niveau du PSDI est la dorsale principale, c'est vraiment la souveraineté. C'est vrai que c'est un mot qui fait sourire, qui fait rigoler certaines personnes qui considèrent que c'est du populisme. Mais la souveraineté, elle est importante pour nous et tout ce que nous proposons, que ce soit au niveau de l'autosuffisance alimentaire, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'industrialisation, etc. Tout ça, c'est globalement fondé sur ce que nous, on appelle la souveraineté et pour nous, c'est quelque chose de très important. On pourra rentrer dans certains détails si vous voulez bien. Bien, plus cher Balé, questions ou réactions? Oui, merci beaucoup. J'aimerais savoir si, malgré la jeunesse de ce parti, il revendique un bastion, quand même. Et même si, là, il a parlé de souveraineté concernant le projet de société, mais on aimerait savoir de façon concrète qu'est-ce que le parti propose, ou du moins le candidat propose pour l'éducation, pour la santé, par rapport à des problèmes importants, comme toutes ces populations qui ont été déguerpies et qui espèrent en un président qui va les rétablir dans leurs droits. Qu'est-ce que vous pensez de la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Et puis, je ne sais pas si je peux tout dire en même temps. Allez-y, allez-y. Voilà. Beaucoup de choses. Le parti est membre de CAP Côte d'Ivoire et on constate une certaine cacophonie au niveau des prises de position des membres de cette coalition. Est-ce que cette coalition-là a l'intention d'aller avec un candidat? Comment elle compte harmoniser ses points de vue pour être forte, puisqu'il y a plusieurs candidatures qui sont déclarées au sein de la même coalition. Bon, on aimerait quand même comprendre comment ça va se passer. Et puis, quelles sont les stratégies que lui, en tant que candidat, il compte développer pour convaincre les Ivoiriens? Voilà, je peux m'arrêter là. Oui, ça fait beaucoup de choses. Je vais commencer par, on va dire, le plus simple, c'est concernant la CAP Côte d'Ivoire. Effectivement, le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, donc PSDI, fait partie de la CAP Côte d'Ivoire. Et je pense que tous les Ivoiriens aujourd'hui savent l'objectif pour lequel la CAP Côte d'Ivoire a été créée. Donc la CAP Côte d'Ivoire, je rappelle que c'est la coalition pour une alternance pacifique dont le coordonnateur est Cheikh Tidiane Thiam et la porte-parole principale, c'est Mme Simone Eyivé Gbagbo.
La CAP Côte d'Ivoire a été créée parce que nous n'avons pas confiance au processus électoral. Nous avons donc créé la CAP Côte d'Ivoire pour des élections libres, transparentes, inclusives, ouvertes donc à tous. Et on demande un dialogue politique au gouvernement, ce que nous n'avons pas encore pu obtenir. Et nous insistons pour dire que la liste électorale qui nous a été proposée, la liste définitive qui nous a été proposée, elle est mauvaise et qu'il faut absolument reprendre, disons, la RLE, parce que nous estimons que c'est vraiment la seule condition pour qu'il y ait la paix sociale en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs leaders de l'opposition sont exclus de cette liste électorale et tout ça, ça fait partie des raisons principales pour lesquelles la CAP Côte d'Ivoire a été créée. Et donc, lorsqu'on a fini de dire ça, est-ce que vous avez parlé de cacophonie? Je ne crois pas que ce soit la bonne expression. Lorsque vous voyez, disons, les objectifs pour lesquels la CAP Côte d'Ivoire a été créée, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la logique initiale donc, de création de la CAP Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les candidatures, on n'a jamais décidé au niveau de la CAP Côte d'Ivoire qu'on allait avoir une candidature unique, donc rien ne doit vous surprendre. Je précise au passage que le PSDI, que j'ai l'honneur de présider, bataille aujourd'hui. En tout cas, c'est l'une, disons, des voies que nous avons décidé d'adopter, faire de sorte que l'opposition ivoirienne ait un seul candidat, donc une candidature unique, face au candidat du RHDP, puisque nous ne savons pas encore qui sera le candidat du RHDP. Donc il n'y a aucune cacophonie. Tout ce qui se passe aujourd'hui est dans la logique de ce qu'on avait prévu dès le départ. Bien, qui voyez-vous donc comme candidat unique au sein de l'opposition? C'est pas nous qui décidons. D'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure, si on vous permettait de décider et que le dernier mot vous revenait. Je dirais Dr Coulibaly Diniako, moi-même, tout simplement. Bien. Alors parlons de cacophonie. Oui, juste sur ce point. Candidature unique pour toute l'opposition ou bien au sein de CAP Côte d'Ivoire? Pour toute l'opposition. Okay. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez la CAP Côte d'Ivoire, vous avez le mouvement trop du président Laurent Gbagbo, le Front commun, et vous avez le PDCI qui est dans la CAP, qui est également dans ce Front commun. Et vous avez à côté également un certain nombre de candidats. Vous avez une coalition qui est née dernièrement, la coalition entre Assalé Timoko et Vincent Tobi. Et voilà, vous avez beaucoup d'autres candidats qui ne sont pas forcément très connus du grand public. Mais nous pensons en tout cas qu'avec le PDCI qui s'est positionné entre les deux gros blocs, nous pouvons effectivement discuter avec toute l'opposition et faire de sorte qu'on ait une candidature unique face au RHDP. Bien. Est-ce qu'au sein de CAP Côte d'Ivoire, il était possible d'aller à l'élection présidentielle dans ces conditions? Écoutez, ce n'est pas ça le sujet principal de discussion. Parce que quand on parle de cacophonie, on voit des partis au sein de votre coalition qui ne mènent pas l'opération de parrainage et d'autres le font et d'autres qui se plaignent également. Oui, c'est ce que j'ai dit. L'objectif principal, je veux dire, on ne se perd pas en route au niveau de la CAP Côte d'Ivoire. Nous avions un objectif principal et on ne le perd pas en vue. Après, chaque parti politique a sa propre stratégie. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'effectivement, il y a une cacophonie, mais chaque parti politique prend ses décisions en bonne connaissance de cause. Pour vous donner un exemple très simple, nous, au niveau du PSDI, donc le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, nous avons décidé d'avoir un candidat à cette élection présidentielle, mais nous avons décidé d'être, c'est notre logique à nous, en tout cas, de ne pas faire les parrainages. Nous n'allons pas faire les parrainages, nous n'allons pas payer la caution de 50 millions de francs CFA. Non, on ne peut pas dire ça parce que c'est comme si vous me disiez... C'est une condition pour être candidat. Oui, je sais. C'est comme si vous me disiez que pourquoi M. Laurent Gbagbo aujourd'hui fait les parrainages alors que son nom n'est pas sur la liste électorale. Il peut être inéligible plus tard. Idem également pour... La CEI l'a précisé. Il peut être quoi, vous avez dit? Il peut être inéligible. Ah oui, bien sûr. Oui, comme nous aussi, on peut être inéligible. Mais nous luttons au sein de la CAP Côte d'Ivoire. Mais vous avez plus de chances d'être inéligible en ne menant pas cette opération. En ne faisant pas de parrainage, c'est comme... Non, je veux dire, l'appréciation... L'appréciation de qui a plus de chances d'être inéligible ou pas, je ne crois pas que ce soit à vous de la faire. Nous sommes des partis d'opposition, nous menons une lutte, nous avons une stratégie, nous avons une logique dans laquelle nous menons cette lutte et nous sommes toujours dans cette logique-là. Oui, mais voilà, les conditions d'éligibilité sont connues. Quand vous dites ouvertement que vous n'allez pas en satisfaire, bon, par rapport à quoi seriez-vous éligible? Oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si on disait, lorsque vous savez que vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, c'est ridicule d'aller faire le parrainage. C'est comme si on le disait. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, vous avez deux gros poids lourds de la scène politique ivoirienne qui font le parrainage alors qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Nous disons qu'avant l'élection d'octobre 2025, un certain nombre de décisions seront prises, tout sera remis à plat. La CEI qui est là, que nous recusons, sera
réformée et disons, la loi électorale sera également réformée parce qu'il existe un certain nombre d'aberrations dans cette loi électorale. Ça, c'est la bataille de l'opposition et nous pensons que nous allons gagner cette bataille. Mais qu'est-ce qui vous en donne la certitude quand vous n'arrivez pas à obtenir le dialogue politique, encore moins la RLE 2025? En politique, il n'y a pas de certitude. Jusqu'au bout, nous allons jusqu'à la veille de cette élection. Nous avons une logique, nous restons dans cette logique jusqu'au bout. Et c'est pour ça que, comme j'insiste là-dessus, vous allez voir des gens qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale qui font des parrainages. Voilà, ça peut paraître ridicule, mais c'est comme ça. Nous avons notre logique et nous sommes sûrs qu'avant ces élections, tout sera réformé comme nous le voulons. Bien, Lansina Karamoko, ensuite Arsène Anouma. Oui, merci beaucoup. Mais je crois que je vais dans le même sens que Mme Péchéry Balé. Il y a une vraie cacophonie dans votre affaire. Parce que déjà, la CAP Côte d'Ivoire a été la première coalition des partis de l'opposition à se mettre en place. La plus grande. Et même, je dirais même la première, en tout cas ces derniers mois. Ensuite, on a vu, il y a eu un appel de Laurent Gbagbo à Bonois. Les gens ont plus ou moins traîné les pas, mais il y a une sorte de coalition qui se mettait en place. Mais lorsqu'on a vu la CAP Côte d'Ivoire se mettre en place, on a eu vraiment de l'espoir que, véritablement, il allait avoir un vrai bloc de l'opposition face au pouvoir en place. Et sur le même plateau, il y a un de vos camarades, docteur Hervé Agoubli, qui est passé. On avait attiré son attention sur le fait que, est-ce que les gens étaient sincères dans votre coalition, dans la CAP Côte d'Ivoire? Mais ça n'a pas raté. Il y a un de vos membres qui a rempli sa démission. Il y a le PDC, quoi qu'on dise, qui a trahi plus ou moins la lutte. Oui, parce qu'il faut le dire, parce que je prends Charles Bégoudé, au mot qui a dit, et je le cite, qu'il aurait eu au moins l'élégance, il parle de Thiam, de nous informer, nous, membres de la CAP à laquelle appartient le PDCI, avant, n'est-ce pas, d'aller signer une sorte d'alliance avec le PPAC de Laurent Gbagbo. Est-ce que, quand on regarde tout ça, toute cette cacophonie, et ensuite vous dites que vous faites tout pour que, à 3 mois des élections, vous voulez remettre la CEI à plat, vous voulez remettre la loi... Vous voulez tout remettre à plat à 3 mois. Est-ce qu'en réalité, vous voulez vraiment aller à ces élections? À travers ce que vous avez dit, est-ce qu'on n'a pas une idée, les Ivoiriens qui nous regardent n'ont pas une idée claire de ce que, effectivement, l'opposition est en train de préparer? C'est-à-dire ne pas aller aux élections et puis, bon, fermer le trouble, quoi. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, on parle de 3 mois avant les élections. Oui. Mais vous avez souvenir du fait que ça fait quand même plus d'1 an que l'opposition, et notamment la CAP Côte d'Ivoire, réclame un dialogue politique avec le gouvernement en place. Voilà, donc si aujourd'hui... Est-ce que cette opposition s'est donné les moyens véritables d'inquiéter le pouvoir en place? Parce que ce que vous n'avez pas pu faire pendant plusieurs années, ce n'est pas à 3 mois des élections, alors que dans vos rangs, il y en a qui vont pour le parrainage, il y en a qui disent on n'y va pas, comme vous par exemple. Vraiment, il faut que vous nous expliquiez, on ne comprend rien dans votre affaire là. Oui, vous ne comprenez pas, mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer, même si c'est difficile à comprendre. J'essaie. Ce que je dis, c'est que, vous voyez, CAP Côte d'Ivoire et la coalition Trop c'est trop, oui. J'insiste là-dessus, on a des objectifs. Et nous sommes dans cette logique. Est-ce que, je vous coupe là, excusez-moi, oui. Est-ce que tous les membres de CAP Côte d'Ivoire sont également dans la coalition Trop c'est trop? Non, je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez le PDCI qui, en fait, constitue un pont entre la CAP Côte d'Ivoire et le mouvement Trop c'est trop. Ah, d'accord. Voilà, donc du coup, je pense que je ne trahis aucun secret en vous disant qu'on est en train de prévoir effectivement des actions communes que nous allons mener très très bientôt. Voilà, donc ce qui signifie que la présence du PDCI dans les instances du mouvement Trop c'est trop et dans les instances de CAP Côte d'Ivoire permet donc de fédérer les actions entre ces deux gros blocs de l'opposition. Et je pense que ceux qui observent l'opposition et qui estiment qu'il y avait espoir en l'opposition ivoirienne peuvent justement être ravis avec cette évolution de l'organisation de l'opposition ivoirienne aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y ait une cacophonie. Je pense qu'il faut... ce mot n'est pas adapté. J'insiste là-dessus, chaque parti politique est autonome. Nous avons un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est de faire de sorte que ces élections
puisse se faire sans qu'il y ait un seul mort, sans qu'il y ait un seul blessé. Et c'est dans cette logique que nous allons. C'est le pouvoir en place qui a décidé d'exclure certains candidats, ce n'est pas nous au niveau de l'opposition. Donc nous pensons aujourd'hui que le pouvoir en place a tous les leviers pour faire de sorte que cette élection puisse se passer dans de très bonnes conditions. On est à 3 mois de l'élection, vous avez raison de le préciser, mais une fois de plus, ça fait plus d'1 an que nous demandons un dialogue politique que nous n'avons jamais obtenu. Nous avons envoyé plusieurs courriers au chef de l'État, nous avons envoyé des courriers également au ministre de l'Intérieur et nous avons fait tout ce qu'il fallait effectivement pour obtenir ce dialogue que nous n'avons jamais obtenu. Donc aujourd'hui, nous regardons le pouvoir droit dans les yeux et nous lui disons que c'est à lui de prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire lui appartient. En tout cas, la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est dans ses mains, comme on dit en Côte d'Ivoire, et nous espérons, en tout cas, que le pouvoir en place va prendre soin de ce pays-là, parce que, malheureusement, si ce qui doit être fait n'est pas fait, nous avons peur que 2020 ne se réitère en 2025, et peut-être dans des conditions beaucoup plus graves qu'en 2025, pardon, en 2020. Voilà, donc c'est tout ce que nous pouvons dire, et donc nous lançons un appel encore une fois de plus au gouvernement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous, au PSDI, nous disons, et je le dis de façon claire et nette, ce n'est pas une position de la CAP Côte d'Ivoire. Il faut aujourd'hui que tout le monde ait le courage de dire qu'il faut reporter ces élections pour remettre tout à plat. Ça, c'est une position du PSDI. Ce n'est pas une position de la CAP Côte d'Ivoire, je précise bien. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes à 3 mois de l'élection. Nous pensons que lorsqu'on regarde les revendications de l'opposition aujourd'hui, pour pouvoir les satisfaire, il n'y a rien à faire, il faut reporter ces élections. Alors, quand on parlait des reports, il y aura donc une transition, c'est votre souhait? Écoutez, tous les mécanismes dans un pays, tant qu'on peut préserver des vies, sont, disons, envisageables. Est-ce qu'il faut une transition, est-ce qu'il ne faut pas une transition? Ce n'est pas moi qui vais décider. Une chose est sûre. C'est vous qui proposez le report. Je propose le report et il y a des mécanismes au niveau de notre Constitution qui font de sorte que si les élections n'ont pas lieu à la date précise, il y a des mécanismes qui font que, justement, le pays peut avoir une certaine continuité dans l'exercice des... Voilà. Bien, Arsène Anoma. Bon, moi, je vais commencer d'abord par un point de son programme de gouvernement. Lorsqu'il a parlé de souveraineté, voilà. Actuellement, la Côte d'Ivoire a diversifié ses partenaires économiques. La France, qui était l'ex-puissance coloniale, n'est plus notre premier partenaire économique. Nous regardons beaucoup plus vers l'Asie, vers l'Amérique, tout ça. Aujourd'hui, le gouvernement en place a racheté certaines banques commerciales et en a fait des banques nationales. Bien sûr. La Côte d'Ivoire essaie d'instaurer une industrie de transformation de ses produits agricoles. Vous estimez que vous allez apporter la souveraineté. Selon vous, vous estimez que la Côte d'Ivoire, à l'état actuel, n'est pas souveraine. S'il arrivait que vous deveniez président de la République de Côte d'Ivoire, quel type de souveraineté vous allez apporter à la Côte d'Ivoire qu'elle n'a pas actuellement? Ça, c'est concernant votre programme de gouvernement. Maintenant, ensuite, revenons à votre développement politique. Vous estimez que le PDCI est la courroie de transmission entre les deux blocs de l'opposition. Oui. Alors qu'il est connu de tous que le président Laurent Gbagbo, avec son mouvement Trop c'est trop, qui n'a pas pris, ne parle pas à Simone Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé et Simone Gbagbo aussi le lui rendent bien, d'autant plus que, comme l'a dit le doyen, Charles Blé Goudé s'est plaint du fait que le PDCI n'ait pas avisé les membres de CAP avant d'aller contracter avec le PPACI. Et vous estimez que le PDCI est la courroie de transmission entre ces deux blocs de l'opposition-là. Alors que pour tout observateur politique, on voit effectivement que ces deux blocs politiques, surtout le PPACI et certains, je peux dire, poids lourds de CAP Côte d'Ivoire, ne voient pas dans la même direction. Comment se fait-il que, le PDCI peut arriver à fédérer ces deux groupes, ces deux antagonistes politiques qui sont réels? Et je vous entends parler, troisième point, de remettre quasiment tout le processus électoral à plat en 3 mois. Alors que le gouvernement reste arc-bouté sur ses positions. L'élection se prépare sereinement, vaille que vaille. Le président, lorsqu'il a l'occasion de prendre la parole, il rassure ses concitoyens, il lui dit que les élections se passeront bien. Au dernier congrès du RHDP, il a répété, il faut que les Ivoiriens lui fassent confiance que les élections se passeront bien. Considérons que l'élection est maintenue et que vous n'obtenez pas gain de cause. Qu'est-ce que CAP Côte d'Ivoire, dont vous êtes membre, ou votre parti, le PSDI, qui réclamait ouvertement la remise à plat de tout le processus électoral,
quelles sont les armes dont vous disposez, je veux dire les armes démocratiques ou non démocratiques dont vous disposez, pour pouvoir amener le pouvoir à accéder à vos revendications. Je crois que si je vous parle ici d'armes non démocratiques, je vais me retrouver quelque part et vous le savez très bien. Mais bon, de toute façon, nous sommes un parti politique. Nous n'avons pas d'armes, disons, non démocratiques. Nous avons des armes, effectivement, démocratiques. Et vous les connaissez, ces armes démocratiques. Je veux dire, un parti politique, un groupement de partis politiques peut décider, effectivement, de lancer des mots d'ordre à ses militants, et même pas forcément à ses militants, en tout cas à tous les Ivoiriens, en leur demandant de mener telle ou telle action. On pourrait demander des villes mortes, des marches, des meetings, etc. Tout ça, ça fait partie de l'outillage démocratique qu'on a. Donc, on a tout ce qu'il faut, effectivement, pour pouvoir contraindre un pouvoir à aller dans un sens ou dans l'autre. Voilà, nous avons ce pouvoir-là. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le mot cacophonie au niveau de l'opposition, mais vous voyez, le président Alassane Ouattara, à Ebimpe, n'a pas annoncé sa candidature. Il laisse planer le doute, nous sommes à 3 mois de l'élection. D'après vous, qu'est-ce qui explique cela ? Je crois qu'il faut avoir la lucidité de comprendre que tout ça, c'est dû, ça à mettre, en tout cas, je vais dire, au profit de l'opposition. Je pense que c'est l'opposition qui pense qu'il y a un doute. Parce que nous avons entendu le président de l'Assemblée nationale, je pense hier, affirmer sur une télévision internationale que le président est le candidat du RHDP. Et cela est repris en boucle par tous les responsables politiques du RHDP. Donc le doute sur la candidature du président, ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas annoncé qu'il y a doute. Le doute est plutôt dans la tête de l'opposition. Non, Alassane Ouattara n'a encore rien dit de manière officielle. Oui, il a dit qu'il allait réfléchir. Mais c'est l'opposition qui pense que même si les cadres le disent, mais nous, sur le plateau, on ne peut pas affirmer qu'Alassane Ouattara est candidat officiellement. Nous disons simplement que nous observons, nous écoutons et nous attendons que le chef de l'État, il est quand même chef de notre État. Il est le président de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, à quelques mois de l'élection, il est important pour les Ivoiriens de savoir si oui ou non il sera candidat. Nous constatons simplement qu'à 3 mois de l'élection, personne aujourd'hui ne peut mettre sa main au feu pour dire qu'Alassane Ouattara sera candidat ou pas. Il y a beaucoup de spéculations, vous le savez également, comme moi, il y a beaucoup de choses qui se disent. Voilà, ces choses-là, ce ne sont que des rumeurs. Le fait que le président de l'Assemblée nationale dise qu'Alassane Ouattara sera candidat, ce n'est pas nouveau. Mais il y a eu beaucoup de cadres de très haut niveau du parti au pouvoir qui ont affirmé mordicus qu'Alassane Ouattara va annoncer à Ebimpe qu'il sera candidat. On a tous observé, il n'a pas annoncé sa candidature. Et je vous le dis clairement, si aujourd'hui Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé sa candidature, c'est parce que lui-même a des doutes. Non. Et ces doutes, c'est nous l'opposition qui lui mettons ces doutes dans la tête. Moi, je souhaiterais... Non, s'il vous plaît, ensuite, puis ne parlez pas, s'il vous plaît, on ne vous entend pas. Moi, je souhaiterais, parce que la période de dépôt des candidatures n'est pas encore ouverte. Oui. Il vaut mieux vous préoccuper de votre cohésion et vous me préoccupez de ce qu'il y a comme divergence entre certains ténors de l'opposition à laquelle vous appartenez. Et puis bon, Alassane Ouattara, en 2020, il a annoncé sa candidature dans quel mois ? Le 6 août. Le 6 août. Donc, si ça a été validé, donc il n'est pas encore tard. Qu'est-ce qui dit pas que le 6 août prochain, il va annoncer sa candidature ? C'est peut-être donc, il ne faut pas vous attarder sur ça. Vous ne préoccupez pas de la candidature du parti qui est au pouvoir. Il vaut mieux vous préoccuper de comment vous vous organisez pour atteindre vos objectifs. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous remettez tout à plat, vous demandez un report. Est-ce que c'est votre position à vous seul? Ou bien cela est dans l'esprit de tous ceux avec qui vous êtes dans l'opposition? Bon, je crois qu'il faut peut-être faire émerger ou bien faire prospérer votre idée que de vous attarder sur la candidature du président Alassane Ouattara. Vous ne pensez pas qu'il faille avoir en face du RHDP véritablement un bloc de l'opposition. Un véritable bloc qui puisse, je ne dis pas inquiéter, mais qui puisse au moins penser qu'il puisse déraciner le RHDP. Mais sinon, tel que vous présentez la chose, ceux qui vous soutiennent... Docteur, vous allez aussi réagir en plus sur le sujet au niveau de la souveraineté. Bien sûr. Oui, voilà, ce que je vais juste dire, on va évacuer cette question effectivement de la candidature du président Alassane Ouattara. On parle de 2020. En 2020, ce n'est pas en août qu'on a connu le candidat du RHDP. On l'avait connu longtemps à l'avance, en 2020. Oui. Voilà. Donc, je vais dire, août 2020, c'était une situation exceptionnelle où Alassane Ouattara a décidé effectivement d'être candidat. Voilà. Sinon, longtemps à l'avance, on savait qui allait être le candidat du RHDP. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de nous dire qui est le candidat du RHDP? Non, on peut pas le dire. Excusez-moi, moi je veux que vous soyez clair. Est-ce que le mois d'août,
ou bien même mi-août ou fin août, c'est tard pour annoncer une candidature? Bon, écoutez, ça c'est la source interne, effectivement, au RHDP, vous avez parfaitement raison. Mais lorsqu'on a fait... Vous voyez là, par exemple, on se pose la question, est-ce que Blé Goudé sera candidat ou pas? Je dis, ça n'intéresse pas quelqu'un, ça dépend du projet. Mais là, on est en train de parler du président de la République. C'est pour ça que ça intéresse les Ivoiriens, de savoir si, effectivement, il sera candidat ou pas. Et je vous dis une chose, nous sommes de l'opposition. Nous avons estimé en 2020 qu'il n'avait pas le droit d'être candidat. Nous avons estimé qu'il n'avait pas le droit d'être candidat. Nous avons estimé que ça a été un viol de la Constitution, le fait qu'Alassane Ouattara se présente en 2020. En 2025, nous nous posons encore la question, est-ce que la Constitution ivoirienne va encore être violée ou pas? Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de savoir si celui-là, qui est le garant de notre loi fondamentale, le garant de la Constitution, va une fois de plus prendre des décisions qui seront, d'après nous, contraires à ce qui est écrit dans notre Constitution. Donc c'est pour ça que c'est important. Sinon, il aurait été un candidat quelconque, un parti politique quelconque, on ne se poserait même pas du tout la question. C'est parce qu'il est président de la République. Donc vos actions dépendent de sa décision? Non, pas ça. Je dis simplement c'est important. Ça intéresse les Ivoiriens, c'est pour ça qu'on en parle. Donc, la souveraineté, vous avez posé la question de savoir, effectivement, nous estimons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. La Côte d'Ivoire n'est pas souveraine. Vous savez très bien, on parle souvent de la dette ivoirienne. La dette ivoirienne, elle est abyssale aujourd'hui. Et je pense qu'un pays qui a une dette aussi élevée ne peut pas être un pays souverain. Ce n'est pas possible. Un pays africain. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de cela, on nous objecte le fait que la France, les États-Unis, etc., sont des pays qui sont effectivement endettés. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez un pauvre qui est hyper endetté et un riche qui est hyper endetté, ce n'est pas la même chose. Nous sommes un pays pauvre. Et en tant que pays pauvre, nous avons aujourd'hui une dette qui malheureusement fait que nous ne pouvons pas être responsables, nous ne pouvons pas être, disons, assez solides pour prendre un certain nombre de décisions sans nous référer à ceux, disons, qui viennent perfuser notre pays, malheureusement. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30 000 milliards. Il y a des instituts de notation internationale financière qui estiment que la dette ivoirienne est supportable et que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte très bien. Vous estimez que notre dette nous handicape, alors que ce n'est pas ce qui est dit. Et puis ce que vous dites, moi je peux vous dire aussi, les institutions qui prêtent de l'argent à la Côte d'Ivoire ne sont pas dupes, ne sont pas des philanthropes. Si elles continuent à prêter l'argent à la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire rembourse et la Côte d'Ivoire a des fondamentaux et des perspectives intéressantes. Okay. Je ne vois pas quelqu'un donner son argent à quelqu'un qui est incapable de rembourser. Est-ce que dans le fond, la dette n'est pas un levier de développement? D'accord, ok. Je vais vous dire, je ne suis pas là pour poser des questions, mais simplement ce que je vais vous dire. Quand ça sert effectivement au développement. La dette, vous savez, je vais vous dire, on n'est pas là pour faire de l'économie, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il y a bien des pays qui arrivent à un stade où ils sont en cessation de paiement. Ça arrive. À partir de ce moment-là, comment vous expliquer que ces pays ont pu s'endetter jusqu'à atteindre ce niveau? Ce qui signifie que, effectivement, s'endetter, donner des prêts à un pays, justement, cet argument, il est beaucoup utilisé par les tenants du pouvoir, mais c'est un argument qui ne tient pas la route. Parce que sinon, aucun pays, dans ce cas, n'aurait atteint, ne va jamais atteindre, si vous voulez, le niveau où, effectivement, on se dit qu'il y a problème. Au Sénégal, vous savez, lorsque Diomaye Faye est arrivé, vous avez vu ce qu'il a vu dans son pays. On était à 70% du PIB, c'est ça, je crois, l'endettement de ce pays. Comment l'ex-président a pu faire de sorte qu'on puisse arriver à ce stade-là? Le Sénégal était quasiment en cessation de paiement. Donc voilà, c'est dire simplement que... voilà, le fait qu'effectivement les gens continuent à prêter à la Côte d'Ivoire ne veut rien dire. Et d'ailleurs, on nous sort souvent l'argument de 70%, etc., etc. Ce que je vais vous dire, les 70%, c'est la limite qu'il ne faut pas atteindre. Il ne faut pas du tout se rapprocher de ces 70%. L'idéal, c'est d'avoir 0%. C'est ça l'idéal. Donc, le fait d'avoir aujourd'hui 55% ne veut pas dire qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a une économie qui va bien, etc., etc. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Ce que je voulais vous dire, je parlais de souveraineté tout à l'heure. Nous pensons que lorsque un pays continue de tendre la main, ce pays ne peut pas être souverain. Ça, il faut qu'on le sache. Votre voisin, si c'est lui qui vous nourrit à la maison, évidemment, il a droit de regard sur ce que vous faites chez vous à la maison. C'est comme ça. C'est un principe aucun universel. pays n'est souverain à ce moment-là. Non. On va prendre une question des plus chers balais avant la Oui, j'avais demandé ce que le candidat comptait faire par rapport au déguerpi, quelle est sa conception de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mais bon, je n'ai pas eu de réponse. Oui, vous avez raison. Je crois que là, on va parler du logement. Ça fait partie effectivement des dorsales de notre projet de société. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un gros problème. C'est au niveau du logement. Pourquoi on a un gros problème? Parce que, justement, il y a une anarchie totale qu'il y a à ce niveau. Rien n'est régulé. Aujourd'hui, pour acheter un terrain,
le propriétaire du terrain vous fixe le prix qu'il veut. Vous avez des terrains qui coûtent 100 millions de francs CFA, 600 mètres carrés à 100 millions de francs CFA. Quand on sait que le SMIC est à 75 000 francs CFA, comment est-ce qu'on peut accepter cela dans un pays pauvre? Ce n'est pas acceptable. Je vais vous dire... Non, mais il y a des standings quand même. Ah oui, je suis totalement... Ah oui, il y a des standings. Voilà, oui, je suis totalement d'accord avec vous. Mais ce prix-là, si vous voulez, c'est le prix du mètre carré à Paris. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans un pays où le SMIC est à 75 000 francs CFA, je crois que l'État devrait limiter effectivement le prix, le coût, si vous voulez, des terrains. Le prix des loyers doit également être, disons, réduit, de sorte à ce que... Non, mais c'est évident. Ça vous fait peut-être rigoler parce que ça ne se fait pas, mais je crois. Mais comment votre parti compte organiser le coût des loyers? Parce que chaque citoyen construit son bâtiment, il met en location. Comment vous allez organiser ce secteur-là? Ben, c'est simple. Je crois qu'il faut juste des règles dans ce pays. Vous savez très bien, l'huile qui est vendue... Une 2 pièces à Macro Zone 4 est différente d'une 2 pièces à Bourg de Rérail. Oui, c'est pour ça qu'on parle de règles. Ça veut dire quoi? En fonction, effectivement, d'un certain nombre de règles qui seront fixées, en fonction des standings, comme le disait Mme Pichéric Balé tout à l'heure, en fonction des standings, effectivement, l'État ivoirien peut décider de mettre un barème, de sorte à ce qu'on ne puisse pas dépasser. Lorsqu'on est à Cocody, à la Riviera, je ne sais pas moi, 3, on dit, OK, le prix du mètre carré, c'est tel montant. Il faut que ce soit fait. Mais est-ce que ça existe ailleurs, dans d'autres pays? Ah, mais bien sûr que ça existe ailleurs. Les prix ne sont pas fixés au hasard, bien sûr. Alors, nous allons marquer une courte pause, on revient juste après. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que notre invité est Dr Dinignako Coulibaly, président du PSDI, le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens. J'ai réussi. Alors, Pichéric Balé, question? On poursuit avec les échanges. Oui, j'avais demandé à M. Coulibaly son analyse de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Mais avant ça, excusez-moi, dans les interventions des uns et des autres, j'ai entendu le PDCI a trahi parce qu'il n'a pas informé avant de faire la coalition. J'ai entendu aussi que trop c'est trop n'a pas pris. Si je voulais dire que le PDCI n'a pas trahi, puisque dans les textes de Cap Côte d'Ivoire, les partis sont quand même indépendants et je ne crois pas qu'il y ait une interdiction qu'un parti aille s'allier à d'autres partis si... non, on a pris au mot ce que Blé a dit. C'est Blé Goudier qui est Blé a membre du parlé d'information. Oui, mais quand on n'informe pas quelqu'un avec qui on s'est mis d'accord... C'est pas une trahison. Si tu ne dois rien à quelqu'un, tu n'es pas obligé de l'informer de quoi que ce soit. Bon, je voudrais dire, à ce niveau, moi j'étais à un meeting le 28 juin dernier, et je veux dire, on a invité Assaleti Moko, l'ADCI. Il a envoyé son premier vice-président. On a des relations qui sont très cordiales, de très bonnes relations. Mais je veux dire, ce n'est pas pour autant que nous devions informer Cap Côte d'Ivoire. Chaque parti politique a le droit de faire ce qu'il veut en dehors de la Cap. Il faut être clair là-dessus. On a des objectifs qui sont communs. Ces objectifs-là, je les ai rappelés tout à l'heure. C'est les élections, c'est la CEI, l'organisation globalement de l'élection en Côte d'Ivoire. En dehors de ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, aujourd'hui, je peux décider d'aller m'allier à qui je veux. À Assaleti Moko, à Vincent Tobi, au RHDP. Oui, ça dépend de... Si je m'allie au RHDP, dans ce cas, je ne suis plus dans l'opposition. Voilà. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a en face de nous le RHDP, qui est le parti au pouvoir, et de l'autre côté, on a l'opposition. Donc je crois que j'ai le loisir de contracter avec qui je veux, en dehors du RHDP, parce que sinon, du coup, je sors de l'opposition. Voilà. Maintenant, quand on dit que trop c'est trop n'a pas pris, je voulais préciser que le mouvement a été lancé le 19 juin. Et donc, je pense que nous sommes dans l'attente des actions qu'il va mener. On ne peut pas là, de façon prématurée, dire que ça n'a pas pris. Il reste 3 mois, oui, mais ce n'est pas 3 jours. Voilà, maintenant, pour revenir à la situation des droits de l'homme, je pose la question parce qu'on a parlé d'action démocratique, on a parlé d'armes démocratiques, alors que nous sommes dans un contexte où la liberté d'expression n'est pas garantie, la liberté de manifestation non plus, alors que ce sont des droits constitutionnels. Bien sûr. Et donc, comment pouvez-vous être sûr que les actions que vont vouloir mener Cap Côte d'Ivoire vont porter, vont être même autorisées? Parce que j'ai entendu marche, j'ai entendu ville morte. Je crois que ce sont des termes que le régime en place n'aime pas beaucoup. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir le faire? Nous osons espérer que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir autocrate et que, je veux dire, même si
on a estimé qu'il y a un certain nombre de choses pour lesquelles on pourrait considérer qu'il y a viol de la Constitution, notamment la candidature du président Alassane Ouattara en 2020. Désolé de revenir là-dessus. Nous espérons en tout cas que, l'opposition ivoirienne a encore le droit de faire un certain nombre de choses. Nous pensons, nous avons le droit de faire des meetings, nous allons organiser une marche, que le pouvoir le veuille ou pas, ce n'est pas antidémocratique, c'est dans notre constitution, nous avons le droit de le faire et nous allons le faire. Les Ivoiriens seront informés en temps voulu, mais nous allons organiser une marche qui sera une marche commune, c'est quelque chose que je dis, sera une marche commune, en tout cas de toute l'opposition, et je suis convaincu qu'on va le faire. Donc ça, de toutes les façons, le pouvoir en place ne pourra non, il ne faut pas vous inquiéter à ce niveau. Le PDCI a fait une marche d'énervement. Hein. Bon. Elle s'est bien passée, non, cette marche. Oui, on ne donne pas l'impression. Non. Ça, c'était il faut juger par les actes posés. Est-ce que récemment, le PDCI a demandé, n'a pas demandé une marche sur toute l'étendue du territoire? Oui, mais il y a des marches éclatées. Est-ce que ces marches n'ont pas eu lieu? Mais d'après vous, vous avez vu le dernier communiqué. Non, mais il faut répondre à ma question. Non, mais je vais répondre à la question, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez vu le dernier communiqué qui a été fait par Simondo, le porte-parole du groupe parlementaire PDCI, oui, qui a estimé qu'il y a des velléités d'arrestation de plusieurs cadres et même de députés du PDCI. Parce qu'ils ont marché. D'ailleurs, voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'ils ont marché. Il y a des jeunes que... La question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été arrêtés? Aujourd'hui, personne n'est capable de dire de façon claire et nette ce qui s'est passé. Il y a eu une marche. Le PDCI a posé un certain nombre d'actions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le PDCI a posé un certain nombre d'actions qui justifient qu'aujourd'hui, le pouvoir en place se permette d'aller arrêter des gens. Mais docteur, il ne faut pas lier la marche. S'il vous plaît, il est connu que vous êtes opposant. Oui. Il est connu que vous êtes opposant. Vous tenez des discours, vous menez des actions politiques. On ne vous arrête pas. J'estime que s'il y a des personnes qui sont arrêtées, ce n'est pas dû au hasard. Il doit y avoir certainement des charges qui leur sont reprochées. Donc le fait qu'on vienne dire que parce que des personnes ont été arrêtées, nous sommes en train de tomber dans une certaine autocratie, pour moi j'estime que c'est un rapport. Il faut rectifier, c'est enlever, c'est pas arrêter. Non, ça c'est des termes. Personne ne disparaît. Personne ne disparaît. C'est ce qui s'est passé le 2 juillet. Personne ne disparaît. Il a disparu, il est réapparu au parquet. On finit toujours par savoir une disparition. J'estime que quand quelqu'un disparaît, au moins on ne le retrouve pas. Mais lorsque à un certain moment donné, quelqu'un est détenu par une certaine santé et qu'on finit par savoir qu'il a été pris par telle personne et qu'il se retrouve dans tel endroit, pour moi, c'est certainement dû au fait, aux charges qui lui sont reprochées, c'est ce qui a peut-être engendré ce problème. Mais finalement, c'est pas une question de droit. Merci. C'est une question de droit. Alors, docteur, si vous permettez, sur ce point précis, je crois qu'on est censé être dans un pays de droit. Alors, à partir de ce moment, je veux dire, on peut arrêter qui on veut, effectivement, si on a des charges contre cette personne-là. Il y a des procédures. On convoque la personne arrive. Si elle veut arriver avec un avocat, elle vient avec son avocat. On lui notifie le fait que il sera placé en mandat de dépôt, etc., etc. Il y a des règles. Lorsqu'on envoie des gens nuitamment ou alors brutaliser quelqu'un à la maison et qu'on l'enlève, on ne dit pas à quelqu'un où est-ce qu'on l'envoie, je ne crois pas que ce soit les règles de fonctionnement dans un État. Est-ce que ces arrestations sont liées à la marche? Non, mais ces arrestations sont liées aux actions démocratiques qui sont posées par le PDCI aujourd'hui. J'ai posé une question précise. Il y a eu une marche qui a été autorisée et encadrée. Oui. Est-ce que c'est suite à cette marche que les personnes qui ont été arrêtées l'ont été? Ou bien c'est un lien avec autre chose qu'ils ont fait? Mais comment voulez-vous que je vous réponde lorsqu'on arrête des gens et que personne ne sait les raisons pour lesquelles on les a arrêtés et quand on les arrête dans des conditions... En ce qui concerne le jeune, je crois que c'est le jeune du PDC, la jeunesse estudiantine, là, non, le président. Lui, il a été arrêté parce qu'il a tenu des propos qui étaient insurrectionnels. Oui, c'est ce qui a été dit. Du caractère insurrectionnel. Oui. Quand il dit aux gens de descendre dans la rue, ça n'a rien à voir avec une marche. Et vous tenez-vous prêt, vous allez descendre dans la rue dès qu'on vous donne le feu vert. Ça n'a rien à voir avec une marche. Mais ce n'est pas un appel. Maintenant, on veut l'entendre sur la profondeur de ses propos. Ça n'a rien à voir avec la marche. Tenez-vous prêt, ça ne veut pas dire descendre dans la rue. C'est ça.
Bon, docteur, moi j'ai des préoccupations. Hein. Il y a par exemple un parti de Cap Côte d'Ivoire qui a quitté la coalition. Oui. Quelle est votre lecture de cela? Et lequel? Au début, là? C'est le renouveau démocratique qui a quitté. Voilà. Quelle est votre lecture de cela? Vous avez dit que vous n'allez pas payer la caution, vous n'allez pas faire les parrainages, alors que certains partis de l'opposition, je pense que paieront la caution. Ceux-mêmes qui sont inéligibles sont en train de recueillir les parrainages. Quelle est votre lecture de ça? Et s'il advient qu'ils maintiennent leur position, leur stratégie, étant donné que leur stratégie est antagoniste avec la vôtre, est-ce que vous allez continuer à militer à leur côté dans l'opposition? Vous avez parlé de candidature unique de toute l'opposition, alors qu'évidemment, lorsqu'on voit, nous ne sommes pas en train de partir vers ça avec l'opposition, parce que Dr Simon Gbagbo a émis sa candidature, ceux qui sont inéligibles ont émis leur candidature, Charles Blé Goudé a dit que si lui ne partait pas, il pourrait qu'il nous propose un scénario à la Diomaye Faye. Tout ça, j'ai l'impression que tout ce que l'opposition fait est antinomique à ce que vous pensez. Est-ce que vous vous sentez bien au sein de Cap Côte d'Ivoire? Bon, déjà, vous parlez du renouveau démocratique de mon très cher camarade Lamoussa Djinko qui est parti. Effectivement, je crois qu'il a été reçu sur ce plateau. Il a expliqué en long et en large les raisons qui l'ont poussé à partir. Mais vous savez, moi je vais vous dire, même dans un foyer, entre madame et monsieur, il y a souvent des discussions. Mais il faut apprendre à faire les discussions en interne et lorsqu'on sort, on se serre les coudes pour aller de l'avant. C'est comme ça qu'un couple fonctionne. Mais il peut arriver effectivement qu'il y ait divorce parce que l'une ou l'autre partie du couple peut estimer que les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle continue de rester effectivement dans la relation. Ça a été le cas. Lamoussa Djinko, il nous a exprimé en interne son désaccord par rapport à un certain nombre de choses, c'est son droit. Quelles sont ces choses-là? C'est pas à moi de vous le dire. C'est en interne, on en a parlé. Je crois qu'il est venu sur ce plateau, il a expliqué, il est passé sur d'autres chaînes de télévision, il a expliqué les raisons qui ont fait qu'il est parti. Vous me demandez quelle est ma lecture. Je n'ai pas de lecture spéciale à avoir par rapport à ça, mais j'estime que c'est dommage, tout simplement. Je crois qu'il aurait pu rester parce qu'il nous a exprimé effectivement son mécontentement par rapport à ça. Est-ce qu'il n'est pas plus courageux que vous? Comment ça? Est-ce que c'est... Parce qu'il a pris son courage à deux mains pour dire haut et fort les récriminations qu'il avait contre. Est-ce que moi je vous ai dit que j'avais des récriminations? Non, il n'a pas de récriminations, mais toute sa stratégie est contraire à la stratégie de plusieurs membres du CAP. Non, bien. Je reprécise les choses. Je reprécise les choses. La stratégie de CAP, elle est unique. Lutter pour qu'on ait des élections libres, transparentes, ouvertes à tous. Lutter pour que la RLE se refasse parce que la liste électorale qui est là, elle est aberrante. Elle a beaucoup d'anomalies et nous ne voulons pas de cette liste. Notre lutte, effectivement, c'est une réforme totale de la CEI. Il faut être clair là-dessus. C'est ça la seule stratégie de Cap Côte d'Ivoire. Le reste, chaque parti politique a le droit de faire ce qu'il veut. Ceux qui ont envie d'être candidats sont candidats. Ceux qui ont envie d'aller faire des alliances ailleurs ont le droit de partir les faire. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous dites que mon très cher ami Charles Blé Goudé a dit qu'il trouvait, quelle est l'expression que vous avez utilisée, dommage que le PDCI n'ait pas eu l'élégance nécessaire de nous avertir. Mais je ne crois pas du tout que dans les statuts de Cap Côte d'Ivoire, il soit écrit quelque part que lorsqu'on va faire une alliance, vous avez les statuts? Il faut l'accord. Bien sûr qu'on a des statuts. Alors, docteur, votre regard sur le mode opératoire du parrainage citoyen? Vous savez, en 2020, j'étais vice-président de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Un parti politique a été créé par le ministre Yamien Konan. J'étais à cette époque en charge de la diaspora et en charge également des finances du parti. Et nous avons fait le parrainage avec M. Yamien Konan. Nous avions des amis de leaders qui également ont fait le parrainage pour M. Mamadou Koulibaly. À la fin, on nous a expliqué que toutes ces personnalités, il y avait 40 candidatures. Non, Mamadou Koulibaly était un candidat indépendant. Pardon? Il était un candidat indépendant. Bon, peu importe. Il n'était pas candidat de leader. Ok, bon, peu importe, il était quand même candidat. Vous avez il était indépendant. Merci pour la précision. Ok. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait 40 candidatures. À la fin, on a eu 4 personnes qui ont été retenues pour cette élection. On nous a fait comprendre que Mamadou Koulibaly, que Yamien Konan n'avait pas rempli les conditions pour faire le parrainage et que Konan Kwadjo Bertin, Kakabé, a pu effectivement avoir les parrainages. Comment est-ce que vous analysez cela? Je crois qu'il faut observer tout ça avec un peu de lucidité et comprendre que le parrainage, c'est tout simplement un système qui permet au pouvoir en place
de sélectionner les candidats avec lesquels il a envie de partir à ces élections-là. Et donc, c'est pour cette raison qu'au niveau du PSDI, nous disons que les parrainages n'ont pas leur sens. Vous avez Vincent Toby qui a démontré à bien vouloir que, effectivement, le système de parrainage aujourd'hui est aberrant et que ce système n'est pas bon. Je pense qu'il faut qu'on l'écoute. C'est quand même un spécialiste des élections. Et je crois qu'au niveau de l'opposition, on est tous d'accord pour dire que le parrainage, tel qu'il est fait aujourd'hui, il est mauvais. Nous avons fait une estimation. Aujourd'hui, pour faire les parrainages, il vous faut à minima 30 millions de francs CFA pour faire les parrainages. Ce n'est pas une question d'argent, mais nous pensons qu'effectivement ce système est un système qui est discriminatoire. C'est un système effectivement qui ne permet pas d'abord à celui qui est candidat de pouvoir travailler dans des très bonnes conditions et être sûr qu'après avoir eu ses parrainages, il va à la fin effectivement obtenir gain de cause. Donc c'est pour ça que nous dénonçons ce parrainage et nous disons que nous n'allons pas le faire. Parce que nous luttons pour que ce parrainage disparaisse de notre loi fondamentale, tout simplement. Je pourrais être d'accord avec vous si c'était votre propre. Parce que quand vous citez Vincent Toby, je suis désolé, Vincent Toby était là en 2020. En 2020, il occupait quelle fonction? Vincent Toby était le directeur de cabinet. Il était préfet, après il est allé au ministère de l'Intérieur. C'est quelques mois avant. Il était au ministère de l'Intérieur avant les il a été directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Bien sûr. En son temps personnel, en bac. Mais cette question de parrainage a été mise en place quand il était au cabinet du ministre. Et vous croyez que c'est le rôle d'un préfet de venir dénoncer un parrainage, un système de parrainage? J'ai dit qu'il était au cabinet du ministre. Je n'ai pas dit qu'il était préfet. Il était au cabinet du ministre. Oui. Et on sait quelle fonction il occupait là-bas. Oui. Il était là quand on montait cette affaire de parrainage. Donc, ce n'est pas parce qu'il est sorti de là aujourd'hui qu'il va venir dire que c'est un système aberrant. Il était là quand on montait tout ça. Mais quand vous dites monter, ça veut dire quoi? Le parrainage a été introduit dans notre loi en 2016. On est d'accord? C'est en 2016. Vincent Toby n'a rien à voir avec ça. Il était, je crois, directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur. Ce n'est que tant que ça. Ce n'est pas son rôle. C'est ce que vous dites, qu'il n'était que ça. Bon. Nous avons été à des cabinets. J'ai dit, nous avons été à des cabinets de personnalités. C'est vrai qu'on a une fonction en ce qui concerne le fonctionnement du cabinet, mais au-delà, nous avons des relations politiques avec notre chef. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas réagi, qu'il n'a pas été écouté? Mais il y était quand même. Oui, mais c'est pas et pourquoi à son temps, il n'a pas dénoncé? Peut-être qu'il a dénoncé. Mais en tant que directeur de cabinet... Vous avez entendu qu'il a dénoncé ça? Ce que je veux dire, c'est qu'un directeur de cabinet d'un ministre de l'Intérieur ne va pas s'exposer sur les réseaux sociaux. Ah si, il peut dénoncer même sans sa démission. Ça... Bien, Péchéric Balé, dernière question. Il peut rendre sa démission? Oui, je reviens sur mes questions qui n'ont pas été répondues. Ah oui, d'accord, ok. Par rapport au déguerpi, par rapport à l'école ivoirienne, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis, je reviens quand même sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est vraiment très, très important parce que nous sommes à 3 mois des élections. Il y a beaucoup de revendications qui n'ont pas été satisfaites. Est-ce que vous pensez que Cap Côte d'Ivoire ou l'opposition en général aura toute la liberté de mener des actions? Et si ce n'est pas le cas, que feriez-vous? Parce que déjà, nous sommes à 3 mois, vous n'avez pas obtenu le dialogue, vous n'avez pas obtenu la RLE. Bon. Quels sont les moyens d'action concrètement que vous pourriez mener? Je vais commencer par cette dernière question parce que c'est vrai que vous en avez parlé plusieurs fois. Les droits de l'homme. Nous estimons qu'en Côte d'Ivoire, les droits de l'homme ne sont pas respectés comme il se doit. Vous avez parfaitement raison. Et qu'est-ce qui vous fait dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés? Tout à l'heure, on a parlé des gens qui sont arrêtés. On a parlé des enlèvements, effectivement, des gens qui sont arrêtés. Même s'il n'y en a qu'un seul. Même s'il n'y en a qu'un seul dans un état de droit, c'est déjà très grave. Voilà, donc même s'il n'y en a qu'un seul, nous estimons que c'est grave. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, effectivement, les droits de l'homme ne sont pas respectés, comme en tout cas nous, on voudrait que ce soit. Maintenant, je dis, et j'insiste là-dessus, la Constitution ivoirienne nous donne la possibilité d'utiliser un certain nombre d'actions. C'est constitutionnel et c'est ce que nous allons faire. Maintenant, il appartient au pouvoir, effectivement, de faire ce qu'il a à faire également. Nous sommes de l'opposition. Notre rôle, c'est de faire ce que la Constitution nous permet de faire. Ceux qui gouvernent prennent leurs responsabilités et la Côte d'Ivoire va aviser, les Ivoiriens vont aviser tout simplement. Voilà, donc à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas autre chose à dire. D'accord. Nous n'avons que la loi avec nous et c'est ce que nous faisons tout simplement. Concernant les déguerpis, vous savez, à l'époque, nous, on a dénoncé effectivement ces déguerpissements pour une raison simple. C'est-à-dire, la raison qui sous-tend ces déguerpis est peut-être une raison qui est valable. Mais on ne déguerpit pas des gens, on les reloge. Et c'est ça la différence. Cette notion de déguerpissement, elle est disons, péjorative. Et nous pensons que
c'est pas responsable pour un État, effectivement, de déguerpir ses populations. Vous pensez que c'est un loisir, c'est une fierté, c'est honorable pour quelqu'un d'aller habiter dans un bas-fond, dans des endroits où vous avez des hautes tensions? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une fierté pour quelqu'un qui a une femme, des enfants, etc., d'aller habiter dans ce genre d'endroit. Donc, lorsqu'un État responsable constate qu'effectivement les gens vivent dans des conditions qui sont des conditions de précarité, alors à partir de ce moment, on les reloge. On prend des dispositions pour que ces personnes-là, qu'on va enlever d'un endroit précis qu'on estime être dangereux, puissent être relogées ailleurs. Donc, on ne déguerpit pas des gens, on reloge des gens. C'est tout ce que nous, on a à dire. Donc, ça... mais en tant que candidat, qu'est-ce que vous pensez faire pour soulager ces populations? Je l'ai dit tout à l'heure. Ça sera votre dernière intervention. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, on a un gros problème au niveau du logement. Et cela s'explique par le fait que les loyers coûtent trop cher, cela s'explique par le fait que les terrains coûtent trop cher, parce qu'on a une vraie anarchie, il n'y a pas du tout de régulation, de réglementation de tout ça. Et nous au niveau du PSDI, si nous venons au pouvoir, on n'aura plus de terrain en Côte d'Ivoire qui va coûter 100 millions, avec un SMIC qui est à 75 000 francs CFA. Et cela me permet de rebondir par rapport à cela. Nous estimons que 75 000 francs CFA pour un SMIC, c'est aberrant. On ne peut pas accepter d'avoir 75 000. Ne me revenez pas. Il y a quand même une évolution. Oui, je savais que c'est ce que vous allez dire. Mais peu importe. Dites-moi, les 75 000 francs ont été fixés sur la base de quoi? Voilà. Je crois que dans un État, le SMIC, c'est le salaire minimum qui doit être garanti pour permettre à une personne de bien vivre. Attendez. Donc nous pensons, c'est notre point de vue, nous pensons qu'on aurait pu le mettre à 70 000. Pourquoi 75 000? Non, pourquoi 80 000? Non, c'est une façon de parler. On aurait pu mettre à 70 000. Vos partenaires de la CAP, vos partenaires de la CAP ont dirigé ce pays et le SMIC était à combien pendant qu'ils étaient le gouvernement? Nous sommes le PSDI. Il faut avoir raison de garder. Il ne faut pas vous aventurer trop dans ça. Laissez-moi aller. Merci. Pour terminer. Très rapidement, je vais vous dire une chose. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas vivre avec moins de 150 000 francs. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on le comprenne. Ce que je voulais juste vous dire, je ne dis pas que le fait... Donc, ça veut dire je termine, excusez-moi. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir augmenté le SMIC à 75 000, c'est une mauvaise chose. Cette augmentation, elle est bien. Mais vous dites qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas vivre avec moins de 150 000 francs. Le député est payé à combien? Oui. Le député est payé à combien? 3 millions. Oui. Vous trouvez normal qu'un député soit payé à 3 millions et qu'on fixe, ces mêmes députés fixent le SMIC à 75 000 francs CFA? C'est inacceptable. Ça fait 40 fois le SMIC. C'est inacceptable. Dans aucun pays développé, puisque nous aspirons à être un pays développé, dans aucun pays développé, vous allez voir cette aberration. Dites au porte-parole de la CAP, qui est Simone Gbagbo, de concéder sa rente viagère. Oui. Merci, vous dites. Merci, docteur. Malheureusement, c'est l'heure de faire les coups de gueule, le carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nous faisons des coups de gueule sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Le premier carton rouge de cette émission avec Pulchérik Balé. Mon carton rouge s'adresse au ministère en charge de l'équipement public par rapport à l'éclairage des routes. Il y a beaucoup de routes qui sont très mal éclairées et cela cause des accidents. On veut citer particulièrement l'exemple de l'autoroute du Nord. À partir du lieu où il y a le marché de vivriers, l'autoroute n'est pas éclairée jusqu'à la station Shell, alors que c'est une zone qui est déjà accidentogène. Donc, on donne un carton rouge au ministère de l'Équipement pour toutes les routes qui sont mal éclairées. Bien, Arsène Arnaud, carton rouge. Bon, mon carton rouge, c'est à l'encontre de plus en plus de la détérioration des expressions qui sont utilisées contre les tenants de nos institutions. Parce que de plus en plus, nous voyons, tant sur les réseaux sociaux ou bien dans les discussions en interne, des personnes qui s'en prennent de façon violente dans des termes vraiment pas respectueux à nos institutions, surtout au président de la République. Nous avons vu des vidéos, par exemple, de 2 personnes qui vraiment tenaient des propos qui ne sont pas respectables. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité de tout et chacun. C'est vrai que nous pouvons avoir des divergences politiques, mais nos institutions restent nos institutions. Et une personnalité qui incarne une institution aujourd'hui ne va pas l'incarner définitivement. Ou bien une autre qui n'est pas dans cette institution peut y être demain. Donc même si ton leader n'est pas à la tête de cette institution-là, il faut respecter la personnalité qui incarne cette institution-là, parce que demain, ton leader peut être à la tête de cette institution et il connaîtra
les mêmes choses que tu as fait subir à celui qui est là. Donc j'appelle à beaucoup de responsabilité et à beaucoup de respect envers nos institutions. Et carton rouge à tous ceux vraiment qui n'ont aucun respect pour ceux qui incarnent nos institutions et surtout la présidence de la République. Lansina Karamoko. Oui, mon carton rouge, comme la semaine dernière, est une interpellation à l'organe en charge des examens du BTS. Vous voyez, vous, les enfants, aujourd'hui, on sait que le déplacement à Abidjan est difficile. Même quand on a les moyens, les taxis qu'on appelle viennent parfois difficilement. Et pour ces examens, un enfant qui habite la Riviera, qui va à l'école à la Riviera, on lui demande d'aller composer à Yopougon Nyangon sur Azito, qu'il ne connaît pas. Et on lui demande d'être à 7 heures à l'école pour pouvoir composer. À quelle heure il va quitter chez lui à la Riviera et à quelle heure il va arriver à Yopougon, Azito, pour aller composer. Il faut que le ministère regarde ça. Et parfois, il y a des enfants qui sont à Anyama, qui sont dans les grandes écoles à Anyama, on leur demande de venir composer à Trècheville. Alors, pourquoi ne pas rapprocher les centres d'examen des écoles où des enfants la vont à l'école? Il y a plein de grandes écoles qui peuvent devenir des centres d'examen, pourvu qu'on réfléchisse un peu, faire en sorte que les enfants soient proches de là où ils vont composer. Mais quand il est déjà stressé, il ne dort pas assez bien la nuit parce qu'il doit partir de chez lui à 3h30 du matin. Il est stressé, est-ce qu'il va arriver à l'heure pour composer? Voyez-vous qu'on ne donne pas les mêmes chances aux enfants pour qu'ils puissent réussir leur examen. Bien. Donc, mon carton rouge est une interpellation au ministère de l'Enseignement supérieur pour qu'il se penche sur la question. Docteur Coulibaly, votre carton rouge ou vos cartons rouges? Ah oui, mon carton rouge, c'est à l'endroit du RHDP, donc le parti au pouvoir, qui malheureusement instrumentalise l'appel que la CAP Côte d'Ivoire lui a fait dans le cadre donc, des discussions que nous avons avec les différentes institutions, avec les différentes organisations qui existent en Côte d'Ivoire. La CAP Côte d'Ivoire a envoyé un courrier effectivement au RHDP pour demander à rencontrer les dirigeants du RHDP pour, comme on le fait avec toutes les autres organisations, leur exposer notre vision effectivement de l'organisation de ces élections. Et l'instrumentalisation qui en est faite aujourd'hui par le RHDP, c'est de dire que le simple fait qu'eux viennent discuter avec nous, c'est comme si le dialogue politique était ouvert. Nous précisons, et donc je précise, que la CAP Côte d'Ivoire demande un dialogue politique avec le gouvernement et non avec le RHDP, parce que nous ne sommes pas dans un parti État. Le RHDP est au pouvoir, effectivement, mais nous ne sommes pas dans un parti État. Le gouvernement, ce n'est pas le RHDP. Voilà, donc c'est pour ça que, effectivement, carton rouge pour le RHDP, qui doit comprendre effectivement ce que nous voulons, un dialogue avec le gouvernement et non avec le RHDP. Bien. Le chiffre du jour, c'est maintenant. Alors, le chiffre du jour, c'est 4. 4 jours de réflexion attendus à Guiglo pour sceller le pacte de la paix du Grand Ouest à l'occasion du Forum du Grand Ouest pour la paix lancé ce jeudi 10 juillet à Abidjan à l'initiative de la ministre d'État Anne-Désirée Oloto, présidente du Conseil régional du Cavali, prévu du 13 au 16 août prochain à Guiglo, chef-lieu des régions. L'événement a pour thème cette année le Grand Ouest de la guerre à la paix retrouvée, un symbole pour la Côte d'Ivoire, une expérience à partager. Le forum se veut un rendez-vous inclusif réunissant toutes les composantes de la société. Il vise à formuler des recommandations pour consolider durablement la paix établie, ce que la ministre appelle, et je cite, un vrai pacte de paix. La rencontre permettra également de revisiter certains sites symboliques témoins des heures sombres de la région du Grand Ouest, marquée par de nombreux conflits au cours des décennies passées. La triste histoire qu'a connue la Côte d'Ivoire. Docteur, réaction sur cette initiative? Je crois que tout n'est pas forcément, disons, mauvais dans ce pays. Donc, je pourrais dire tout simplement que c'est à saluer, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Lansina Karamoko. Oui, il faut saluer l'initiative de Madame la ministre d'État, Anne Oloto, parce que c'est vrai que tout ce qui s'est passé à l'Ouest a choqué, n'est-ce pas, plus d'un Ivoirien, et même au-delà des frontières ivoiriennes. Et chacun s'en préoccupe. Mais si les populations de la zone, c'est les responsables, les cadres de la zone, estiment aujourd'hui qu'il faille, n'est-ce pas, s'asseoir autour de la table pour évacuer tout ce qui s'est passé afin que la vie reprenne de façon naturelle. Il faut les encourager dans cette voie. Bon, moi, je salue l'initiative parce que nous sommes tous sans ignorer que l'Ouest est la zone de la Côte d'Ivoire qui a le plus souffert de la crise post-électorale. Donc aujourd'hui, si les cadres des populations de l'Ouest
ont émis le vœu de penser véritablement les plaies de cela et de poser les jalons d'une cohabitation future dans la paix. Il faut l'encourager, saluer et puis appeler à ce que les enjeux démocratiques, les divergences politiques ne nous plongent pas dans des conflits meurtriers, sanglants, et qu'on comprenne que la politique, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une opposition d'idées, et que ça ne doit pas déboucher sur des catastrophes, des pertes en vie humaine. Et un peu Chéric Balé? Oui, toutes les initiatives en faveur de la paix sont à encourager. Mais en ce qui concerne celle-là particulièrement, moi je trouve qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que c'est la même Madame la ministre Anne-Désirée Mouloto qui a réfuté le fait qu'il y ait eu un génocide à l'Ouest, tandis qu'il y a des associations de victimes qui le revendiquent et qui demandent justice. Donc, ces journées de réflexion-là ne doivent pas être juste pour faire bien. On doit aborder les vraies questions avec les vrais acteurs pour trouver les bonnes solutions. Parce que la réconciliation, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça doit être un programme sérieux qui se conçoit comme un programme de développement qui permette réellement à tous les acteurs d'être satisfaits de la façon dont les choses se passent pour véritablement être apaisés. Donc, c'est une bonne initiative. Mais la question, c'est avec quels acteurs pour être sûr d'avoir les résultats qu'on veut. Merci, Chéric Balé. Merci, Lansina Karamoko et Arsène Anouma. À vous aussi, Dr Dinignako Koulibaly, je rappelle, président du PSDI, le Parti des sociaux-démocrates ivoiriens, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Nous restons ouverts tant que vous voulez. Reflet TV est ouvert à vous. Alors, chers téléspectateurs, fin de cette émission, la dernière de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros d'Entre deux News. On promet également des interviews exclusives. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Et bon vendredi à tous.